Le président français Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France reconnaîtra l'État de Palestine et qu'il va en faire l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Et dans un post qu'il a publié sur X, il a déclaré ceci, là, que l'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Et puis, il a ajouté qu'il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut aussi, dit-il, garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Et juste pour vous dire aussi, cette nouvelle-là, bien, ça a des échos jusqu'au Canada, jusqu'au Québec. Il y a des députés libéraux, notamment en Ontario, là, qui mettent de la pression sur le gouvernement de M. Carney, et ils appellent justement publiquement que le gouvernement canadien devrait emboîter le pas et reconnaître l'État de Palestine. Il y a Québec solidaire aussi. Donc, au Québec, Guillaume Clich-Rivard qui a publié aussi, là, il a dit que c'est ça, Québec solidaire appuie la reconnaissance totale de l'État de Palestine et le revendique depuis des années. Le Québec, dit-il, doit emboîter le pas. Donc, on voit quand même que cette décision-là, elle a créé une onde de choc. Ça fait réagir. C'est pas tous les pays européens qui sont nécessairement d'accord avec la décision d'Emmanuel Macron. On va comprendre pourquoi. Et on va en parler pour se faire les réactions. On va décrypter tout ça en compagnie d'Alexandre Devecchio. Il est rédacteur en chef du service débat du Figaro et du Figaro Magazine et il nous parle de Paris. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour Karima. Contente de vous parler aujourd'hui. Déjà, peut-être revenir là-dessus parce que je vois qu'il y a les différents partis politiques en France. Il y en a qui déchirent leur chemise, le commentariat. Ça fait énormément réagir cette décision d'Emmanuel Macron là, de reconnaître au mois de septembre l'État de Palestine. Comment c'est accueilli là, chez vous en France? Vous avez dit ça déchire le commentariat, ça fait parler. C'est peut-être le but de cette déclaration qui, et c'est notable, a été annoncée 2 mois avant d'être prise de manière effective. On peut se demander pourquoi 2 mois avant. Et je pense que pour Emmanuel Macron, c'était quand même une manière de faire parler de lui dans un moment politique où tout semble lui échapper sur le plan national. Je pense qu'il voulait exister et que d'une certaine manière, il a un peu utilisé cette question palestinienne pour exister sur le plan national à travers des questions internationales qui sont la chasse gardée du président de la République en France, malgré notre situation politique qui est une situation de quasi-cohabitation. Donc, effectivement, mission accomplie, ça fait extrêmement débat, puisque beaucoup s'interrogent sur l'utilité finalement de cette reconnaissance. On sait qu'il y a 148 pays déjà qui reconnaissent l'État de Palestine. Malheureusement, ça ne veut pas dire pour autant que l'État palestinien existe de manière effective. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Emmanuel Macron le dit, pour que cet État existe, il faut différentes conditions. Il faudrait que le Hamas soit démilitarisé, il faudra que le Hamas rende les otages, il faudra que le Hamas tout simplement ait une volonté de reconnaître aussi l'État israélien. Donc on voit bien que toutes ces conditions ne sont pas réunies et donc que cette reconnaissance unilatérale de la France ne va peut-être pas faire, c'est l'interrogation de beaucoup, réellement avancer le dossier israélo-palestinien. On voit bien que c'est une déclaration de principe. Bien, c'est intéressant ce que vous dites. Je souligne en fait deux choses qui m'interpellent dans ce que vous dites. Vous dites finalement que c'est plus pour des raisons pratiquement de politique intérieure. Politique intérieure. Oui, qu'il a fait cette déclaration. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'il joue là-dedans?
C'est ce que je crois, c'est qu'effectivement, ce sont des déclarations, ce sont des questions de politique intérieure qui l'ont poussé à prendre cette décision. Surtout qu'au départ, il avait dit qu'il la prendrait, mais sous les différentes conditions que vous avez énoncées. Ça va être fait de manière officielle au mois de septembre. Donc pourquoi maintenant? Maintenant, c'est parce qu'il est en difficulté, en très grande difficulté politique. On voit bien que Bruno Retailleau existait notamment sur la question algérienne, puisqu'en France, on est en conflit très dur avec l'Algérie, qui retient en otage notamment Boualem Sansal, qui refuse de récupérer ses ressortissants délinquants. Donc, et là, le président de la République apparaît impuissant et en décalage finalement avec le gouvernement, notamment son ministre de l'Intérieur. Donc, c'était, je crois, un moyen d'exister Hmm. politiquement face à Bruno Retailleau et Bruno peut-être aussi plus Retailleau, profondément, pour nos auditeurs ici, c'est le ministre qui est de ministre de l'Intérieur. l'Intérieur et il est des Républicains. Donc, vraiment, c'est la droite classique, si vous voulez, française. Et c'est vrai qu'il est arrivé vraiment au devant de la scène. Il a pris le devant beaucoup sur ces questions-là, notamment sur la sécurité. Et vous dites, Emmanuel Macron est en difficulté. Là, il essaie de reprendre un peu la main aussi sur La le main, tout plan à fait. intérieur. Et il y a aussi une autre raison, peut-être plus profonde, qui est d'envoyer des signaux à une partie de la population française. On parlait de nos difficultés avec l'Algérie, où Emmanuel Macron, lui, contrairement à Bruno Retailleau, a pris une position très conciliante et beaucoup d'indices laissent penser que cette position très conciliante est due au fait que nous avons une grande diaspora algérienne en France et que Emmanuel Macron craint effectivement peut-être les réactions de cette diaspora. Et pour ce qui est de la question palestinienne, c'est un peu la même chose. On sait que la communauté musulmane et notamment les franco-algériens sont très attachés à cette question palestinienne et Et la c'est un gauche moyen aussi, la gauche, de leur envoyer des signaux et la gauche insoumise, effectivement, la gauche radicale, radicale, oui. qui a fait quasiment de cette question-là une question nationale. Donc il envoie des signaux à peut-être un électorat communautarisé et une gauche communautariste. Sans doute voit-il cela comme un moyen d'apaiser les choses. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça va être interprété comme un nouveau signe de soumission de la France qui désormais prend des décisions, y compris internationales, pour faire plaisir à une certaine catégorie de citoyens. Hmm. Et il y a aussi, bon, on entend évidemment la situation humanitaire à Gaza, elle est catastrophique en ce moment. Ce qui est une Des, réalité aussi, Exactement. Il y a évidemment, des enfants, des familles, il y a des enfants qui meurent. Il y a tout l'aspect de l'aide humanitaire, de la nourriture. Donc, certains disent, OK, il faut reconnaître, faut aller de l'avant. Donc, c'est une façon aussi d'aller de l'avant. Et on entend aussi des critiques qui disent, ben, vous voyez, bravo. Hein, c'est comme si vous avez dit bravo le Hamas et que c'est une récompense pour le terrorisme. Il y a eu ces attaques du 7 octobre, ces violences sexuelles, c'est évidemment toute la question des otages. Il reste encore des otages. Donc, c'est un cadeau finalement qui est fait au Hamas parce que Emmanuel Macron ne demande pas tellement de conditions. Oui, il a énuméré certaines choses, mais certains disent pourquoi il le fait maintenant. Donc, c'est quoi justement le calcul? Vous entendez ça des deux côtés, ces deux visions? Oui, non, mais j'entends d'abord, vous avez raison de rappeler que c'est une véritable tragédie ce qui se passe sur le territoire palestinien. Mais en quoi cette reconnaissance va-t-elle permettre de régler la question humanitaire? On voit bien que ça risque plutôt de braquer Israël. Et pour ce qui est du Hamas, ils applaudissent, si vous voulez, mais ils le voient plutôt comme une victoire pour eux à long terme et ne comptent pas infléchir, si vous voulez, leur politique. Donc je ne crois pas que cette reconnaissance maintenant permette d'avancer sur le dossier de la réconciliation entre Israël et la Palestine. Premier point. Deuxième point, vous avez raison, c'est une critique qui est faite à Emmanuel Macron et que je partage, c'est le signal envoyé. Je disais un signal de soumission à certaines communautés, mais pire que ça peut apparaître comme un signal de soumission
par rapport au terrorisme islamiste. Cela passe d'autant moins bien dans notre pays que nous avons été frappés violemment par le terrorisme. Israël a eu le 7 octobre, mais nous avons eu Charlie Hebdo, nous avons eu le 13 novembre, nous avons eu le 14 juillet à Nice, des centaines de morts sur notre territoire, si vous voulez. Et donc c'est pourquoi aussi une partie de la population française, je crois, profondément solidaire d'Israël, puisqu'elle n'oublie pas que tout cela est quand même la conséquence du 7 octobre. Et c'est vrai que le signal qui peut être envoyé est que finalement, la France a peur du terrorisme et qu'elle est prête à envoyer comme ça des signaux, alors que moi je crois que la seule attitude à avoir justement est de n'envoyer aucun signal de faiblesse par rapport au terrorisme, mais aussi au communautarisme, à ceux qui voudraient instaurer une forme de séparatisme en France. Et peut-être en terminant, la réaction de vos voisins. Donc, c'est pas unanime nécessairement les différents pays européens par rapport à cette déclaration, cette décision d'Emmanuel Macron de vouloir reconnaître l'État de Palestine. Donc, c'est quoi les réactions justement, que ce soit l'Allemagne ou la Grande-Bretagne? Quels sont les échos? L'Allemagne est plutôt hostile à cette reconnaissance unilatérale. Il y a d'autres pays comme l'Espagne qui a déjà reconnu Israël, qui est un gouvernement de gauche qui a tendance à applaudir. Mais on voit bien de toute manière qu'il n'y a pas d'unité européenne sur cette question-là et qu'en réalité les questions internationales sont l'affaire des nations. Du reste, moi, je crois que ce qu'on observe, c'est malheureusement une très grande impuissance de la France et de l'Europe sur ces dossiers-là. Nous sommes nous-mêmes confrontés à un certain nombre de difficultés intérieures et nous ne pouvons que très peu, en réalité, peser sur ce dossier-là. Donc, je crois qu'il faut le faire avec modestie, faire jouer de manière discrète la diplomatie et se garder de déclarations tonitruantes qui flattent l'ego du président de la République, mais qui, à moyen et à long terme, mettent en exergue, si vous voulez, le décalage entre la grandiloquence française et la réalité de la France aujourd'hui, d'un pays en déclin dont la voix compte de moins en moins. Une voix, pour être écoutée, doit être capable d'agir. Et malheureusement, aujourd'hui, et je le regrette, la France n'est plus capable d'agir et d'influer sur les situations internationales parce que sa crise intérieure est une crise trop profonde. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef du service débat du Figaro et du Figaro Magazine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Karima. Merci, au revoir. Au revoir. Salut Rémi. Bonjour Karima. Ben oui, entrevue passionnante, puis on voit vraiment pourquoi aussi ça fait réagir énormément, parce qu'ici, les échos qu'on a eus, je parlais de Québec solidaire, je parlais de certains députés libéraux qui disent « Ah, ben là, le Québec doit emboîter le top, pas tout ça », mais là, on comprend les tenants aussi, aboutissants, pourquoi il y en a qui critiquent ça, pourquoi ils disent « Attention », puis d'autres disent « Oui, c'est une bonne idée ». En tout cas, je trouve que c'est important de comprendre justement ces réactions-là. Oui, d'autant plus que moi, je retiendrai un élément en particulier de l'analyse, c'est la question démographique. Moi, je comparerais alors ce qui se passe à New York en ce moment et ce qui s'est passé lorsque Emmanuel Macron a pris cette décision-là. Les visages des grandes villes et des pays changent. Pourquoi aujourd'hui, en 2025, on peut imaginer qu'un maire antisémite prenne le pouvoir à New York, une ville qui est reconnue aux États-Unis pour être le berceau de la communauté juive en Amérique, parce que le visage démographique de la ville change. Même chose en France, où les projections les plus conservatrices prévoit une population musulmane en France d'à peu près 15 à 16 % d'ici 2050. Donc, Emmanuel Macron doit en tenir compte. Quand il prend une politique étrangère, quand il décide de la manière qu'il prend position dans un dossier comme celui-là. Donc, oui, il y a la question électorale, mais il y a aussi de se dire, si la France est de plus en plus musulmane, il faut faire écho à un des conflits qui rassemble le plus les musulmans au monde. C'est qui le propriétaire du PSG? C'est Qatar Sports aussi, Donc, voilà.
Non, mais c'est intéressant. Puis d'ailleurs, Alexandre Devecchio le mentionnait qu'au fond, c'est un enjeu donc international, mais on voit qu'il y a une instrumentalisation à des fins de politique nationale. On dira que c'est partout pareil. Hein? C'est même ça ici aussi. Là. Évidemment, on récupère une situation puis on l'ajuste en fonction de la réalité sur le terrain, mais ça joue énormément. Puis c'est vrai que ça a un impact. Et je dirais, au prix d'une certaine logique, réalisons-nous qu'on est en train, donc en France, de dire on reconnaîtra un État palestinien. Quant aux frontières, on ne sait pas exactement. J'ai reçu la semaine dernière un professeur de sociologie à l'UQAM qui me disait écoutez, la question des frontières, elle est déjà réglée, c'est les frontières d'avant 67. Ah ben oui, comme ça. Les Israéliens vont accepter, eux, de perdre un territoire qu'ils ont gagné à la suite d'une attaque dont ils ont été la cible. Hein, on va oublier le jeu de la guerre, le jeu des conséquences. On va laisser tomber ces territoires-là comme ça. Ben voyons donc. Donc, on ne s'entend pas sur les frontières. Non, on ne s'entend pas sur les frontières. On ne s'entend pas qui sera au pouvoir également. Donc, parce que là, on va dire, par exemple, Emmanuel Macron ou même, je regardais du côté de la Grande-Bretagne, du côté de l'Allemagne, en disant non, le Hamas ne doit pas faire partie évidemment, de l'équation sur l'après, OK, mais là, c'est quoi? L'autorité palestinienne, on sait qu'elle est complètement dévaluée, elle est complètement, je veux dire, inopérante, là, si on peut dire ça ainsi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, est-ce que c'est quelque chose de symbolique? Le symbolique, on voit que ça n'a absolument rien changé parce que, tu sais, on parlait de l'Espagne qui l'a reconnu. Il y a plus d'une centaine, pas loin de 150 nations déjà qui ont reconnu cet État de Palestine, mais c'est un geste symbolique. C'est vrai que l'urgence, c'est de dire, OK, la fin de la guerre, du cessez-le-feu, est-ce que, tu sais, les otages, est-ce qu'ils peuvent être libérés demain matin? Tu sais, déjà, ça, cet aspect-là. Tout à fait. Et si la France l'aide humanitaire, est-ce qu'elle peut circuler? Tu sais, il y a cette urgence humanitaire, comme je disais, les enfants à Gaza, des familles, des gens qui meurent et qui sont dans une détresse aussi. Et puis, cet aspect que tu as encore des otages après presque 2 ans. Ben oui, puis on nous dit la France, elle a compris que le Hamas était désormais un interlocuteur raisonnable, responsable. Il a modifié, le Hamas, sa charte, reconnaît maintenant l'État d'Israël. Je rappelle quand même qu'à Gaza et dans les territoires palestiniens, l'un des livres les plus lus après le Coran, c'est Mein Kampf. Donc, c'est pas un détail quand même de savoir qu'on a encore un degré tel d'antisémitisme. C'est pas prudent que de s'avancer là. La France, si il va de l'avant, il ira de l'avant, elle ira de l'avant dans 2 mois, va devenir le pays, après la Chine et la Russie, le plus influent là, sur la scène internationale à l'avoir fait. Je sais pas si c'est ce livre-là, comme tu dis, qui est le plus lu, mais une chose est sûre... L'un des livres les plus lus. Un des livres, mais une chose est sûre, c'est que, oui, pour des dirigeants du Hamas, l'existence même d'Israël, en fait, ça fait partie de sa charte. C'est la destruction, en fait. C'est vraiment même qu'il n'y ait même pas d'existence. On nous a dit que ça a été modifié, carrément, mais ça fait pas longtemps. Là. Oui, enfin. Et le 7 octobre, on a bien vu que c'était pas... Je pense qu'on a des réactions. Je vais aller voir Cybèle. Beaucoup. Ben là, tu parles du 7 octobre. Donc, quelqu'un nous dit il n'y aurait pas de guerre à Gaza si le Hamas n'avait pas commis ses attentats terroristes le 7 octobre 2023. Je vous rappelle que le Hamas est une organisation terroriste. Quelqu'un d'autre est content d'avoir aussi le point de vue des Français sur la situation, pas juste les Canadiens qui commandent sur la réaction française et sur la déclaration française. Puis, un autre commentaire intéressant, c'est quelqu'un qui est allé en Palestine. Il dit, moi, je suis allé là-bas. Il faut comprendre, il faut y aller pour comprendre. Les Palestiniens n'ont pas de pays, pas de passeport. Il y a des checkpoints partout, ils n'ont pas de liberté. Ils sont traqués, surveillés, contrôlés en permanence. Ce n'est pas une existence. Quelqu'un d'autre nous dit, la Palestine n'en veut pas de cette solution à 2 États. Ils ne veulent que l'éradication d'Israël. Et en terminant, aussi, quelqu'un nous dit, merci d'arrêter de parler juste de Trump et de parler de la famine à Gaza. Il faut interpeller nos politiciens en lien avec ça. Bien, merci pour vos commentaires, vos réactions. Merci, Cybèle Olivier. Merci.